À la une, toujours pas d'issue dans le conflit qui touche la Sotravom. Malgré la médiation en cours, la CSTM multiplie les opérations de force. Le syndicat a bloqué ce matin la gare routière de Saint-Joseph, une situation qui exaspère les usagers. Un nouvel observatoire pour mesurer l'activité de la Pelée. La première pierre de l'édifice a été posée ce matin. Nous verrons à quoi ressemblera ce projet. Le Clément renaît peu à peu de ses cendres. Cet ancien fleuron de la construction navale locale n'a aujourd'hui plus rien d'une épave. Avant sa mise à l'eau, le navire a été relooké par les soins d'un célèbre artiste. La foule est venue nombreuse accompagner le docteur Caraïbe vers sa dernière demeure. Les obsèques de Georges Vaton ont été célébrées cet après-midi à l'église de Balata. Nous y étions. Et notre invité ce soir est Léandre Poulet, président du fourneau économique La Providence. L'association qui s'investit en faveur des plus démunis organise demain un concert caritatif avec le groupe Malavoie. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Nouveau coup de force de la CSTM. Ce matin, les grévistes ont bloqué la gare routière de Saint-Joseph durant plusieurs heures. Malgré deux propositions dans le cadre de la médiation, le syndicat maintient la pression, une perturbation du trafic qui exaspère les usagers. Louis Sabas. Quelques palettes posées par terre, des voitures qui encombrent les voies. Ce matin, les grévistes de la Sotravom ont décidé d'occuper la gare routière de Saint-Joseph. Une grève qui traîne depuis plus de 20 jours, malgré l'intervention d'un médiateur. Dernières avancées en date, l'annulation du licenciement des 2 salariés de la Sotravom, mais aussi leur intégration au sein de la CFTU. Des propositions semble-t-il avantageuses pour les personnes concernées, mais pour le syndicat, il s'agit maintenant de se pencher sur les modalités de ce transfert. Nous avons simplement demandé du temps pour analyser la proposition. Parce qu'il faut savoir qu'en droit, lorsqu'un salarié quitte une entreprise et pour intégrer notre entreprise et qu'il n'a pas donné un préavis à son employeur, eh bien, il s'expose au paiement d'une indemnité de préavis à son employeur. Si le syndicat avance avec prudence, la situation exaspère certains usagers des transports en commun. Et c'est seulement qu'ils ont pour pouvoir les faire ce qu'ils ont à faire, par rapport à ça, on les bloquer. Depuis combien de temps? Alors qu'est-ce qu'on doit faire nous dans ce pays-là? Moi, j'en ai plein de cul, on va prendre plein de cul. Trop on va dire, trop c'est trop, on va dire. De temps en temps comme ça, mais là, c'est chiant. Bon, qu'on a fini ça avec tout ça. Ça ne peut pas traîner comme ça. Cette grève entre dans sa 3e semaine. Selon la CSTM, ce type de conflit marathon serait du fait des patrons qui y trouveraient certains avantages. Les entreprises où les patrons font le plus de résistance, c'est là justement où il y a un marché public ou une délégation de service public. Pourquoi? Parce que les autorités organisatrices, quand il s'agit du transport, eh bien, ils ont aménagé un contrat pour permettre à ces patrons-là, pendant la grève, qu'ils puissent être payés. Évidemment, quand vous êtes payé pendant la grève, eh bien, vous pouvez continuer à faire la grève pendant des jours et des jours. Aujourd'hui encore, syndicats, médiateurs et patrons de la Sotravom se sont rencontrés en début d'après-midi. Elles n'avaient trouvé aucun accord. Bientôt, un nouvel observatoire volcanologique et sismologique sur les flancs de la Pelée. La première pierre de l'édifice a été posée aujourd'hui. La structure devrait ouvrir en mars prochain et située à seulement quelques kilomètres de l'ancien observatoire du Morne des Cadets. Elle sera en revanche beaucoup plus moderne. Isabelle Ferrière. Première pierre à l'édifice, tout un symbole. Les travaux commencent à peine et devraient durer 1 an. Le futur observatoire sera face à la montagne Pelée, non loin de l'ancien bâtiment qui ne répondait plus aux exigences. Il n'était pas aux normes sismiques, donc il avait une certaine vulnérabilité au séisme. Et c'est pour cela que le Conseil général a pris la décision de reconstruire un observatoire neuf qui soit, lui, aux normes sismiques et qui ait une surface plus grande pour permettre de développer mieux les pôles d'excellence, les pôles de recherche. La nouvelle structure de 1000 m² devrait abriter une quinzaine de chercheurs permanents contre une dizaine aujourd'hui. Leur mission, continuer de veiller sur la montagne et ses éventuels caprices, grâce aussi à la 50aine de capteurs qui mesurent l'activité sismique de l'île. Un projet de construction accéléré par le séisme de 2007. Nous avons tremblé du fait du séisme, nous avons tremblé aussi de ses conséquences, même si nous n'avons pas eu de mort. Et le séisme de 2010 en Haïti, je crois, a renforcé donc cette crainte et cette peur donc, de voir un séisme de cette force arriver en Martinique et nous a permis de prendre la décision un peu plus vite. Le futur ensemble sera composé de 2 parties, l'une en béton, classique, l'autre suspendue au-dessus du vide, tout en verre, un matériau stratégique.
pour moi qu'il était synonyme de ce regard qu'on nous demande d'avoir sur la montagne. Et j'ai eu aussi envie que ça marche à double sens et que les gens extérieurs, le public, puissent voir les chercheurs au travail. Donc la transparence amène à une meilleure compréhension. On ne sait jamais ce qui se passe derrière des murs en béton et là au moins on devine la fonction, surtout qu'elle est 24 heures sur 24. Coût total du chantier, 8,5 millions d'euros, notamment destinés à financer l'achat de nouveaux équipements qui vont ouvrir le champ des possibles. On commence à avoir de nouvelles informations sur la montagne Pelée qu'on n'arrivait même pas à voir avant et que la précision et la qualité des nouveaux équipements qu'on a déployés nous permettent maintenant de voir. Donc ça nous permet à chaque fois d'améliorer notre connaissance de ces phénomènes. L'observatoire entrera en fonction en mars 2016. L'ancien devrait quant à lui être réhabilité en site touristique. Jean-Pierre Philibert, réélu à la tête de la FEDOM. Le vote a eu lieu ce vendredi à Paris au terme de l'Assemblée générale de la Fédération des entreprises d'outre-mer. Âgé de 68 ans, Jean-Pierre Philibert entame donc son 3e mandat à la tête de cette instance de lobbying. Son leitmotiv, se battre pour une meilleure adaptation des textes aux spécificités ultramarines. Sa réaction recueillie par Éric Dupuy et Thomas Delorme. D'ores et déjà, si on ne touchait pas le texte, cela voudrait dire qu'il n'y aurait plus d'investissement possible, puisque le temps de les réaliser, le temps de déposer l'agrément, le temps de les finaliser, on est déjà fin 2017. Donc si on modifie et si on permet de dire que sont éligibles, donc peuvent bénéficier des aides, des dossiers qui seraient déposés, je ne dis pas terminés, mais déposés jusqu'à fin 2017, on voit bien que ça nous donne du souffle. Donc c'est indispensable. Et il n'y a pas que ça, j'ai parlé des dossiers qui sont bloqués aujourd'hui par Bercy ou dans les territoires. Il faut que naturellement ces dossiers se débloquent, notamment dans des secteurs comme le transport, comme les énergies, mais comme également des matériels qui servent tous les jours dans nos entreprises. Ça peut être des machines à couper la canne, ça peut être des tas de choses qui sont aujourd'hui bloquées parce que l'interprétation que fait Bercy des textes européens n'est pas les mêmes que celles que l'on fait au ministère de l'Outre-mer. J'en ai appelé à l'autorité de l'État, il faut que cela cesse. Direction l'île Sœur maintenant, où ces derniers mois, plusieurs cétacés se sont échoués sur les plages. Des événements plutôt rares sur les côtes des Antilles françaises et qui n'auraient rien d'alarmant selon l'Agence des aires marines protégées. On fait le point avec Linda Kayarsi. Une photo prise lundi dernier sur une plage à Goyave. L'échouage d'un grand dauphin mâle de plus de 2 mètres de long. Depuis janvier, c'est le 3e cétacé échoué sur nos côtes. Un tronçon de baleine à bosse et 2 dauphins, dont un victime d'un dard de raie. Pour les 2 derniers, celui de fin mars et de début d'avril, pour l'instant, on ne sait pas dire les raisons de mortalité de ces animaux-là. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir maintenant, c'est des choses qui sont surveillées. Le réseau national est aussi actif en Guadeloupe, comme il l'est en Martinique, comme il l'est à Saint-Martin et à Saint-Barth, avec un certain nombre de correspondants nationaux du réseau échouage qui sont habilités à intervenir et qui font remonter les informations au niveau central à l'Observatoire Pélagis. Les échouages de mammifères marins, des événements rares mais utiles pour les données scientifiques, des données biologiques qui permettent l'amélioration de la connaissance des populations et de leur état sanitaire. Il faut savoir que sur les côtes de la Guadeloupe, il y a environ une dizaine d'échouages par an, ce qui est considéré au niveau national par le réseau national échouage, qui est coordonné par l'Observatoire Pélagis à l'Université de La Rochelle, est considéré comme quelque chose d'assez faible au regard d'autres données au niveau national. En cas d'échouage ou de détresse d'un cétacé, la première chose à faire est de contacter le réseau échouage de mammifères marins et surtout ne pas manipuler l'animal afin d'éviter tout risque de transmission de maladies ou de blessures, surtout s'il est vivant. La défense de l'environnement, ce sera justement l'une de ses futures missions. Nous vous en parlions déjà dans nos précédentes éditions. L'épave du Clément, navire fleuron de la construction navale martiniquaise, est en rénovation aux marins. Aujourd'hui, sa coque a été entièrement customisée par un plasticien spécialiste de l'art urbain, Guy Raphaël Rony. Après une phase de démolition, voilà le Clément en pleine phase de reconstruction. Plancher refait, pose de résine et peinture. Aujourd'hui, il s'agit de réaliser les finitions sur la coque. Pour la touche artistique, l'équipe a fait appel à un plasticien. C'est plutôt, on va dire, une mini-fresque pour représenter une image plutôt symbolique de la Martinique. J'ai choisi le colibri avec une forme d'aile assez dynamique. Donc là, j'ai fait un choix coloré, peut-être pas la couleur définitive,
mais aussi on retrouve aussi une carte de Martinique. Acquis pour un euro symbolique, il a fallu à l'association World Wild Riders un budget d'environ 70 000 € pour tout retaper. Au fur et à mesure qu'on a commencé à travailler sur le bateau, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de pièces qui étaient pourries. Parce qu'au niveau de la construction, c'était vraiment pas très au point. Enfin, il y avait pas mal de choses qui étaient faites un peu là va-vite. Et après, le bateau étant pas entretenu du tout, il s'est très vite détérioré. Le projet, c'est aussi un peu transcender un déchet en vecteur de communication. Les coques, maintenant, elles sont prêtes pour naviguer, on va dire, entre guillemets. Un bateau qui sera amené à parcourir d'abord la Martinique et ses environs, le temps de le mettre à l'épreuve, avant de partir en tournée mondiale pendant 3 ans pour une campagne de sensibilisation sur l'environnement marin. On a vraiment envie que les gens prennent de plus en plus conscience. Certains sont déjà conscients de ce que ça peut avoir comme impact, le fait de jeter des déchets, que ce soit en provenance des terres, par les irrigations, ou bien les déchets qu'on peut jeter directement en mer, ou les batteries, etc., qui traînent dans les mangroves. On va faire des opérations avec Surfrider Foundation pendant le Tour des Yoles, ça sera donc au mois de juillet, et sûrement au mois de septembre-octobre, on va faire un tour de la Martinique en présentant le bateau et invitant les écoles. La mise à l'eau est prévue dans une dizaine de jours, puis le Clément sera présenté en avant-première du Salon nautique du Marin, avant de rejoindre le canal de Panama en mars 2016. Restez avec nous dans quelques instants. Stéphane Lupon nous présente les temps forts sportifs du week-end. Beaucoup de sports collectifs au menu, mais pas seulement. Puis zoom sur l'initiative d'un duo de photographes. Ils ont répertorié dans un ouvrage près de 300 clichés, hommage aux plus beaux paysages de l'île. Image à suivre dans quelques instants. Mais avant, arrêtons-nous sur ce grand concert de solidarité demain soir au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire. Le mythique Malavoie a accepté de s'associer au fourneau économique La Providence. Une partie des recettes ira dans les caisses de cette structure qui vient en aide aux plus démunis, notamment aux sans-abri. Son président est avec nous ce soir, Léandre Poulet. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, le nombre de familles de sans domicile fixe qui fréquentent l'association ne cesse d'augmenter. 173 000 en 2013, 176 000 en 2014. À quoi est due cette croissance, selon vous? C'est dû seulement à la crise? Alors, nous avons effectivement servi l'équivalent de 173 000 repas en 2013, d'accord? Et si on prend la totalité des populations qui viennent nous voir, à savoir les SDF et sans domicile fixe et les familles qui nous sont adressées par les assistantes sociales, nous cumulons 250 000 repas. Ça fait quand même 30%, c'est impressionnant. Donc justement, est-ce que vous avez une idée sur les conséquences et même le pourquoi de cette croissance? Le pourquoi de cette croissance, à mon sens, c'est à voir dans la crise qui s'approfondit. Et donc les conséquences de chômage, de baisse de revenus des familles entraînent, je dirais, une venue plus fréquente au niveau du fourneau. Alors quel est le profil des bénéficiaires? La pauvreté en Martinique a-t-elle un visage, lequel ou lesquels? Alors, souvent ce sont des familles monoparentales. Ça on connaît parce qu'en fait on sait très bien qu'en Martinique il y a beaucoup de familles monoparentales. Mais on voit également des grands-mères avec leurs petits-enfants, parce que la génération entre les deux ne peut pas satisfaire les besoins, parce que cette génération est partie, je dirais, à l'extérieur pour chercher justement du travail. Mais je dirais que le plus souvent, ce sont des femmes qui viennent. Alors, il peut très bien avoir des hommes dans le foyer, mais ce sont des initiatives des femmes pour venir au fourneau. De toute façon, ces familles nous sont adressées par les assistantes sociales qui font le travail de détection. Alors, quelle est la tranche, par exemple, la plus touchée, la plus demandeuse d'aide alimentaire? Alors, il faut savoir que dans les bénéficiaires que nous recevons, ces familles donc de 180 à 200 familles chaque mardi, représentent à peu près 520 personnes. 520 personnes parmi qui représentent quoi? Est-ce qu'il y a une plus grande tranche de jeunes, par exemple? Alors, il est effectivement très symptomatique que 35% des bénéficiaires sont des jeunes de moins de 15 ans. Okay. C'est donc, et si nous rajoutons par-dessus la tranche des 15-25 ans, on dépasse les 50%. Ça veut dire que c'est notre jeunesse qui est en danger. Alors justement, et les bénévoles par exemple, puisqu'ils font également partie de ce système, ils sont un maillon essentiel de l'association. Est-ce que vous avez du mal à trouver des gens qui acceptent de donner, de fournir un effort gratuitement?
Alors effectivement, vous avez raison de souligner que c'est le maillon fort. Nous ne pourrions pas sans le bénévolat. Par contre, effectivement, autour de petits foyers, de petits noyaux assez restreints, gravitent des bénévoles qui souvent passent. Parce qu'il est vrai que c'est assez difficile d'être confronté en permanence à cette misère et parfois aussi d'avoir en retour Alors, est-ce que vous avez par exemple de plus en plus de mal on va dire, à garder, à recentrer, à former une armée combative? Nous souhaiterions en avoir davantage, oui. C'est vrai. Et nous souhaiterions en particulier sur certains postes avoir, je dirais, l'aide du public, donc par le bénévolat. Alors en écho à une actualité récente, les travailleurs sociaux ont récemment été meurtris par l'agression de l'un des leurs. Considérez-vous aujourd'hui votre métier comme un métier à risque? Alors, ce n'est pas un métier, c'est un engagement, de bénévole. Non, on n'ira pas jusque-là. Mais j'imagine que vous êtes posé quand même la question, puisque vous êtes confronté parfois à des personnes en cas de misère extrême. Il est toutefois à noter que nous avons dû, je dirais, avoir l'aide de vigiles, on va dire comme ça, de personnes pour réguler l'entrée au fourneau. Et également, nous avons eu l'occasion, moins souvent actuellement, de faire appel aux médiateurs de façon à ce que les heurts qui peuvent se produire entre, en particulier les SDF, soient les moindres possibles. Alors revenons au concert, puisque ça reste quand même l'actualité la plus forte pour ce week-end. Vous faites cette année appel au groupe Malavoie. Pourquoi ce choix? Est-ce qu'ils ont tout de suite, par exemple, adhéré à l'action de faire ce concert? Absolument, demain? ils ont adhéré immédiatement. C'est une des opérations que nous faisons, je dirais, régulièrement chaque année. Donc, ils ont adhéré. Et puis, je dirais, j'en suis très heureux parce qu'en fait, Malavoie, si on parlait en termes de marketing, c'est effectivement le cœur de notre cible, à savoir des personnes qui ont des disponibilités. Je parle tant bien sûr de financière, mais également de temps, de façon à ce que nous puissions avoir justement des dons au niveau des personnes, alors des dons financiers bien sûr, mais des justement, dons on rappelle le prix de la place demain de ce concert qui est de 30 €, dont une partie qui sera reversée au fourneau. Alors, c'est le fourneau qui est maître d'œuvre, donc les bénéfices reviendront au fourneau, et nous invitons le public justement à venir nous aider en s'amusant, en prenant, je dirais, beaucoup de plaisir à ce concert. Joindre l'utile à l'agréable. Joindre l'utile à l'agréable. Léandre Poulet, merci d'avoir accepté notre invitation. Rappelons que le concert au profit du fourneau économique La Providence aura lieu demain au Grand Carbet du Parc Floral de Fort-de-France avec la formation Malavoie. À 13h30. Ah, pardon, à 19h30. Merci encore. C'est dans l'intimité que se sont déroulés cet après-midi. À la basilique de Balata, les obsèques de Georges Vatan, le docteur chroniqueur, radio membre actif du milieu associatif. L'homme est décédé lundi à l'âge de 82 ans au terme de la cérémonie. Sa dépouille a été incinérée. Très aimé de sa famille, Georges Vatan était aussi très populaire en Martinique. De nombreux témoignages lui ont été rendus. On fait le point avec Louis Sabas. La famille, les amis, les connaissances, c'est un public nombreux qui vient rendre un ultime hommage à Georges Vatan. Personnage public, il avait de nombreuses activités, mais il était avant tout un père de famille. C'était notre papa, il était très jovial, vous avez compris ça, c'était un homme qui aimait beaucoup rigoler, beaucoup blaguer. Mais bon, il ne nous appartenait pas vraiment, papa, comme je l'ai dit, on a dû le partager beaucoup. On est très peinés de l'avoir perdu. Causé un choc terrible. La preuve, j'ai une poussée de cheveux blancs à cause de ça. Ah oui, ça m'a vraiment fait mal, son décès. André Vatan est décédé à l'âge de 82 ans. Médecin de son état, il a œuvré dans les sphères allant de la politique au monde associatif, en passant par le sport ou la radio. Il était d'ailleurs le fameux docteur Caraïbe sur RCI. Sa fidélité, son énergie, sa rigueur au travail ont marqué ceux qui l'ont côtoyé. J'en ai gardé un souvenir vraiment extraordinaire de simplicité, d'engagement, parce qu'il était toujours présent, même après avoir quitté la présidence du club, puisqu'il était notre président fondateur. Le club L'Espadon de Fort-de-France. C'est un exemple, un modèle.
à la fois de fidélité, conviction indéfectible, un engagement total, une grande simplicité, beaucoup de rigueur. Georges Vaton s'en est allé. Il ne sera pas mis en terre, mais incinéré au funérarium de la Joyaux. Comme chaque vendredi, Stéphane Lupon est avec nous pour faire le point sur les événements sportifs du week-end. Bonsoir Stéphane, on commence donc par... Bonsoir Océlia, on commence par l'agenda du week-end. Il est encore une fois chargé cet agenda puisque, entre autres, cyclisme, mais également des sports collectifs, basket, football. Il y aurait également des courses de côte moto, le programme en détail et une fois de plus signé Karil Chassol. Direction la mer pour débuter, les Bébéyols seront à Californie dimanche à l'occasion du prix Gommier Tradition. Première course à partir de 10h. Retour sur la terre ferme avec le début du championnat de la montagne en moto. Nos pilotes seront au Marigot dimanche à l'occasion de cette première course de côte de la saison. De la moto, on passe au cyclisme. Organisé par la Pédale d'Or Joséphine, le Grand Prix du développement durable, débuté hier, se poursuit pendant tout le week-end. Il s'achèvera dimanche par la 5e étape, longue de 126 km 800. Sport collectif, certaines disciplines entrent dans le Money Time. En basket, on joue les quarts de finale des playoffs. Chez les femmes, toutes les rencontres auront lieu demain, 18h. À noter un intéressant Black Star SC Lamantinois. Chez les hommes, 2 matchs au programme demain, 20h. En volleyball, les demi-finales allées des playoffs débutent ce soir. Chez les filles, à 20h, l'Espoir sera face au Good Luck. Demain, 18h30, on aura droit à un éveil rayon de Petite Anse. Chez les hommes, ce soir, 22h, le Good Luck sera face à l'éveil. Et demain, 20h30, l'Espoir sera opposé au rayon. Toutes ces rencontres se dérouleront au Palais des Sports de Trinité. En rugby, début ce soir des quarts de finale barrage de la Coupe du Conseil régional à 20h à Trinité. La Gauloise reçoit le rugby club Diamant Martinique. L'autre rencontre mettra face à face le CSM au RCAS SNK demain 16h à Deuzy. Football féminin, la 16e journée débute demain 16h. Elle se poursuivra à 19h avec le choc RC Saint-Joseph, RC Rivière-Pilote avant de se clôturer dimanche par 2 rencontres à 16h. Chez les hommes, la 20e journée de DH débute ce soir par un alléchant Aiglon Golden Lion. C'est à 20h à Georges Gratien au Lamentin. Suite de cette 20e journée de DH demain 16h avec 6 rencontres dont le derby foyalais Golden Star Club Colonial. Stéphane Lupon, poursuivant avec le championnat de football féminin. Nous connaîtrons éventuellement le vainqueur. Oui, le champion sera peut-être connu demain soir à l'issue de la rencontre entre le RC Saint-Joseph et le RC Rivière-Pilote. Évidemment, il y a aujourd'hui, le temps que je retrouve mon classement, mais l'écart entre les deux équipes est suffisant, en tout cas en cas de victoire du RC Saint-Joseph, pour que les Joséphines soient championnes. Si effectivement elles gagnent demain soir, elles auront 12 points d'avance sur les RC Rivière-Pilote, évidemment, même avec une victoire à 4 points et avec 3 matchs restant à jouer pour les pilotines, les Joséphines seront quand même championnes puisqu'en cas de défaite, elles totalisent quand même 1 point. Alors visiblement un match à suivre de près. Un match à suivre de près, c'est à 19h demain soir à Petit-Bourg. Mais les pilotines, elles ne viendront pas à la fleur au fusil puisque aujourd'hui le RC Saint-Joseph reste invaincu, 13 matchs, 13 victoires, dont une victoire contre le RC Rivière-Pilote. Peut-être obtiendront-elles leur revanche du match aller et ainsi empêcher au RC Saint-Joseph d'être championne dès ce week-end. La réponse, c'est dimanche. Vous me ôtez les mots de la bouche. C'est dimanche à 19h, en tout cas pour ce match, le Sport Week-end, puisque le match est à 19h demain soir. Mais avant tout, on se retrouve demain soir à 19h40. Très bien, Stéphane Lupon, merci. On se retrouve donc demain soir. Vous êtes là dimanche? Bien sûr. Vous n'étiez pas là dimanche dernier? Oui, visiblement, je vous ai manqué. Pas qu'à moi, à la Martinique entière. Très bien. Merci Stéphane Lupon. L'information locale et régionale continue. Plein feu sur vos quartiers tout de suite avec votre JT des communes. Direction le Marin pour débuter à ce JT des communes. Depuis quelques semaines, la CAF a mis en place une caravane qui sillonne les communes au plus près des allocataires. Objectif, les aider dans leur démarche et les informer sur les nouveaux dispositifs.
On écoute les réactions recueillies par Guy Raphaël René. C'était très difficile pour aller dans un bureau, surtout sur le marin. Il y avait toujours du monde et au dernier moment, quand c'était fermé, il fallait prendre rendez-vous le mercredi. Et sachant qu'on travaille pratiquement le mercredi toute la semaine, et c'est une bonne initiation de prendre la journée, de faire ça pour tous les gens qui souhaitent faire une demande ou les autres questions qu'ils voulaient poser. La Caisse d'allocation familiale a pour objectif, à travers la caravane des droits, d'aller au-devant des allocataires, pour leur porter un maximum d'informations, lutter aussi contre la fracture numérique, les familiariser avec le CAF.fr. Aujourd'hui, toutes les démarches, pratiquement toutes, sont possibles sur le CAF.fr. On a eu Prêcheur, on a eu Sainte-Marie par exemple, les allocataires étaient très nombreux, on a quand même répondu favorablement à leurs attentes, à leurs demandes. Nous recevons quand même par exemple sur Sainte-Marie, on a reçu plus d'une centaine d'allocataires. Les gens sont quand même présents, répondent à notre invitation où il y a cette proximité, cet échange, cette facilité d'échange avec l'allocataire où les agents prennent le temps, sans pression, de répondre à leurs questions, de les accompagner sur le CAF.fr, de les accompagner en les redirigeant peut-être parfois vers d'autres partenaires. Attention, travaux, c'est demain que l'on procédera à l'explosion du bloc rocheux qui menaçait de s'effondrer sur la RN2 entre Saint-Pierre et Le Carbet. L'intervention aura lieu entre 10h et 14h. Conséquence, une déviation va être mise en place. Dans le sens Fort-de-France-Saint-Pierre, les usagers devront emprunter la route de la Trace au niveau de la route Pont-de-Chêne. Ceux circulant dans le sens Prêcheur-Fort-de-France utiliseront la RN2 jusqu'à Morne-Rouge. Quant aux poids lourds, dans le sens Fort-de-France-Saint-Pierre, ils devront prendre la RN1 et suivre la route en direction de Trinité, le Lorrain et le Morne-Rouge. Dans le sens Prêcheur, Fort-de-France, ils devront emprunter la RN2 jusqu'au Morne-Rouge, puis la RN3 jusqu'au carrefour Le Poteau. Immergeons-nous pour terminer dans l'univers de deux photographes amoureux de nos paysages. Véritable ode à la Martinique, ils ont répertorié sur près de 300 clichés nos plus beaux joyaux. Un album que nous propose de découvrir ce soir Hubert Bornil et Michelet François. Décor studio photo pour vous présenter l'essentiel du paysage martiniquais. Quel contraste, vous direz. Mais en tout cas, c'est le livre à avoir si vous aimez la Martinique, ces beaux paysages. Vraiment 500 photos réalisées sur notre île. Le travail de Jean-Luc Vuillet et Aline Ravenet à découvrir absolument. Moi, je suis photographe portraitiste. Je fais essentiellement du portrait, comme vous pouvez voir dans le magasin. Portraits d'enfants, de femmes, d'hommes. J'ai fait des livres, plusieurs livres, des cartes postales, des sets de table. Ils sont tous deux photographes professionnels, ils ont une passion commune, la nature. Jean-Luc Vuillet et Aline Ravenet ont sillonné le monde, appareil photo en bandoulière, pourtant ils sont toujours revenus à leur point de départ, la Martinique. Je suis photographe professionnel en Martinique depuis 25 ans et plus. Et ces dernières années, on fait des photos, Jean-Luc et moi, c'est un collègue photographe. Je pense que c'est la passion du paysage, la passion de l'île, de la Martinique. Après le cyclone Dean, les deux complices ont sorti ce livre, immortalisant les paysages meurtris de notre île. Il y a eu beaucoup de dégâts et on avait fini notre livre par une belle note d'espoir en disant que la nature allait reprendre le dessus. C'est donc fait, cela donne ce magnifique livre. On a voulu montrer, donc, comme disait Aline, 7 ans après, l'évolution du paysage en Martinique. Comme on est un peu spécialisé en photos de paysage, on a une banque d'images importante sur la Martinique. Les paysages, les traditions, le patrimoine, carnaval, tour des yoles, des centaines de clichés pour vanter les beautés de notre pays. On a voulu montrer justement toutes les facettes colorées et un petit peu, je dirais pas inconnues, mais par exemple le contraste entre Font-Saint-Denis, qui est une commune un petit peu vert de montagne, et puis des paysages un petit peu originaux comme la savane des pétrifications, où on rentre un petit peu dans des zones plus désertiques. Le prochain challenge des deux photographes professionnels, réaliser le tour de la Martinique en photographie à partir d'un hélico. C'est sur ces clichés que votre journal local et communal se termine. Restez sur ATV, on se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani pour Antchepia.